Les pluies acides. Quelles sont les causes et les conséquences des pluies acides? Pour y répondre, nous allons voir dans un premier temps sa définition, puis une expérience et pour finir ses conséquences. Les pluies acides désignent toute précipitation, telle que la neige ou la pluie, qui sont dites acides. Et il existe deux substances responsables, donc le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. Le dioxyde de soufre provient de la combustion d'énergies fossiles telles que le charbon. Il peut aussi s'oxyder et former le trioxyde de soufre. Sous l'action de l'eau, celui-ci peut devenir de l'acide sulfurique de formule H2SO4. Les émissions d'oxyde d'azote proviennent de sources naturelles telles que le volcanisme ou bien de l'oxydation du diazote atmosphérique dans les moteurs. Le dioxyde d'azote se combine à l'eau pour donner l'acide nitrique de formule HNO3. Donc l'acide sulfurique et nitrique acidifie l'eau des nuages et les précipitations peuvent se produire à des milliers de kilomètres de la source d'émission des oxydes. L'acidité des pluies provient de 83% d'espèces soufrées, 12% d'espèces azotées et 5% d'espèces chlorées. Nous avons effectué une expérience pour produire une pluie acide. Voici la liste du matériel. Donc pour le protocole opératoire, tout d'abord remplir un flacon de 1 litre de dioxygène par transvasement d'un gaz. Ensuite prélever 50 g de soufre et le placer dans un creuset. Puis brûler le soufre avec un briquet, sous haute. Placer rapidement le creuset dans le flacon, puis refermer. Ensuite attendre quelques minutes. En parallèle, on prélève 200 ml d'eau du robinet dans un bécher, puis on mesure son pH. On enlève ensuite le creuset du flacon et on rajoute les 200 ml d'eau rapidement et on referme. On agite énergiquement et on mesure de nouveau son pH. Qu'est-ce que par transvasement d'un gaz? Donc voici une explication en images. Donc il suffit de remplir un flacon d'eau et de le placer dans un cristallisoir qui est aussi rempli d'eau, de relier ce flacon à une bouteille d'oxygène avec un tuyau et d'envoyer de l'oxygène dans ce flacon. Et il suffit de reboucher la bouteille à l'intérieur du cristallisoir. Donc voici quelques images de l'expérience que nous avons reproduite avec les équations chimiques de chaque réaction. Nous avons effectué donc deux expériences avec deux flacons. Dans un premier temps, on a trouvé un pH de 3,5 et puis dans la deuxième expérience, on a trouvé un pH de 2,65. Le dioxyde de soufre a-t-il totalement été dissous? Pour le savoir, on effectue son tableau d'avancement. À partir des données que nous avons, on peut facilement retrouver le nombre de moles de soufre qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 2 moles et le nombre de moles de dioxygène qui est de 4,2 fois 10 puissance moins 2 moles. On peut donc remplacer par les valeurs que nous venons de trouver. Pour savoir Xmax, il suffit de chercher lequel des réactifs est limitant. Dans notre cas, il s'agit du soufre. On retrouve donc un nombre de moles de SO2 de 1,6 fois 10 puissance moins 2 moles. On peut donc calculer la concentration de SO2. On trouve donc une concentration de 7,8 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Nous avons aussi effectué un dosage de 20 ml de pluies acides pour calculer la concentration de SO2. Donc voici le schéma légendé de ce dosage. On atteint l'équivalence quand les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On le remarque lorsque la solution devient colorée. Dans cette expérience, nous avons atteint l'équivalence lorsque nous avons introduit 3,6 ml de permanganate de potassium dans l'acide sulfurique. Donc à l'équivalence, voici ce que nous retrouvons. Par la suite, on isole donc la concentration de SO2, puis on remplace par les valeurs que nous connaissons, et donc on trouve une concentration de SO2 de 9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.
Donc on trouve une valeur expérimentale de 9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre et une valeur théorique de 7,8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on trouve un pourcentage d'erreur de 88%. On observe que le couple acido-basique SO2H2O HSO3- est mis en jeu, donc il possède un pKa de 1,8. Lorsqu'on trace son diagramme de prédominance, on remarque que lorsque le pH est de 2,6, donc dans notre expérience, que c'est HSO3- qui domine. Donc ceci explique pourquoi SO2 n'est pas totalement dissocié dans l'eau. Tout d'abord parce que le pK n'est pas négatif, et on peut en déduire qu'une partie de SO2 s'est dissous pour former les ions HSO3-. Les conséquences des pluies acides. Donc les pluies acides peuvent avoir un impact sur la nature, comme sur la forêt, aussi sur les lacs et les rivières. Même si l'eau possède un pouvoir tampon, il peut s'avérer parfois insuffisant, et lorsque le pH est inférieur à 4, cela peut aller jusqu'à la destruction de vertébrés ou de micro-organismes. Donc au final, les pluies acides ont un effet sur la flore, la faune, mais aussi les bâtiments avec l'érosion des pierres. Il existe une solution pour atténuer ce phénomène. Il s'agit du cholage. Donc l'ajout de chaux vive permet de rétablir le pH des eaux des lacs. Donc ça rentre en contact avec l'eau. Et à ce contact, la chaux vive va devenir de la chaux éteinte. Donc en conclusion, on peut dire que la principale cause des pluies acides est l'activité humaine. Et donc ces pluies acides impactent fortement notre environnement.